Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur, le premier plan de la politique au Mali. Il est expert comptable de formation, ancien maire de la commune 4 de Bamako, ancien ministre de la politique de la ville. Il est ancien Premier ministre. Il est aujourd'hui président du parti Yelema, ce qui veut dire changement en Bambara. Monsieur Moussa Mara est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, bonjour. Votre pays, le Mali, considéré aujourd'hui comme un pays à risque dans la sous-région ouest africaine. Comment est-ce que vous vivez cette appellation qui est liée à votre pays? C'est une appellation qui forcément touche, mais malheureusement, il faut le reconnaître, elle est exacte. Parce que quand un pays a un conflit qui n'en finit pas de finir, quand un pays accueille des forces des Nations Unies en grand nombre, d'autres forces étrangères, et quand il y a des attaques, des attentats presque quotidiens dans ce pays, force est de reconnaître qu'il y a des risques. Je pense qu'il faut l'accepter. Le plus important, c'est comment faire pour en sortir et redevenir le pays stable, le havre de paix que tout le monde reconnaissait il y a quelques années. Mais les années passent, les initiatives se multiplient, mais on constate que l'insécurité gagne toujours du terrain. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas concrètement, monsieur le Premier ministre? Je pense qu'il y a une situation complexe avec, je dirais, la question du Nord qui a du mal à être résolue, et ensuite une progression de l'insécurité vers le centre de notre pays, et autour de cela avec une circulation des armes légères qui favorise le banditisme et des attaques contre des biens et des personnes un peu partout sur le territoire. Donc en fait, il y a plusieurs situations dans la situation globale. Mais la source de tout cela remonte au nord de notre pays. Il faut que le conflit, la rébellion de 2011-2012, qui a fait l'objet d'un accord de paix en 2015, que cette rébellion soit totalement résorbée afin que nous tarissions les sources d'insécurité. Je pense qu'à partir de là, nous pourrons y voir un peu plus clair et avoir des perspectives plus heureuses. Je voudrais partager quand même avec vous une réflexion, quelqu'un de très réfléchi quand même, qui estime que la meilleure manière de ne pas régler un conflit, c'est de faire venir les forces extérieures. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, la présence des forces extérieures n'a pas permis de régler la question parce que justement, les forces extérieures sont venues dans un cadre de processus de paix qui s'est traduit par un accord qui lui-même n'est pas appliqué. Et la mise en œuvre insuffisante de l'accord de paix est à imputer aux acteurs maliens. L'État d'abord en premier lieu et ensuite les groupes armés. Est-ce les acteurs qui ne sont pas suffisamment engagés ou bien c'est les approches qui ne marchent pas? Aujourd'hui, l'État malien a signé un accord. Cet accord stipule en première partie que des réformes soient conduites. Ces réformes ne sont pas conduites. Et ces réformes reviennent à l'État malien. Cet accord stipule que d'autres actions soient mises en œuvre à l'initiative des groupes armés. Ces actions ne sont pas mises en œuvre. Moi, j'ai tendance plutôt à imputer la responsabilité à l'État parce que c'est l'État qui dirige. C'est l'État qui doit exercer le leadership. Les groupes armés même sont des Maliens, donc sont placés normalement sous l'égide de l'État. État auquel vous avez fait partie aussi. État auquel j'ai fait partie, État au sein duquel j'ai joué quelques responsabilités. Oui, vous pensez avoir tenu les bons rôles au moment où vous y étiez? J'ai essayé de le faire. Moi, j'étais à une période où on était plutôt dans les négociations des accords de paix. L'accord a été signé après que j'ai quitté la primature. Donc, le processus de paix a été engagé quand j'y étais. Moi, j'ai composé les délégations maliennes pour participer à l'accord de paix. Et on a rempli notre rôle jusqu'à mon départ de la primature. Ensuite, il y a une seconde phase qui est arrivée avec la signature et une troisième phase dans la mise en œuvre. C'est dans la mise en œuvre aujourd'hui que nous sommes en train de le processus de signature de l'accord de paix et l'application de l'accord en lui-même, qu'est-ce qui est le plus difficile? À mon avis, c'est l'application de l'accord de paix qui est le plus difficile. Le processus a été long. Pour la première fois, nous avons pris du temps. Ça a pris 9 mois parce qu'on a adressé l'ensemble des questions et de fond et des questions périphériques de la crise. Maintenant, il s'agissait à l'État et aux groupes armés, ensemble, de prendre des mesures courageuses, plus de décentralisation, plus de déconcentration, plus de pouvoir au terrain, un désarmement effectif, une réintégration et une réinsertion des groupes armés, et puis des actions en matière de réparation, de justice, et en fait des actions de développement. C'est là où ça a peiné. Je pense qu'il faut le reconnaître. Peut-être que les acteurs aujourd'hui ne sont pas les bons. Un autre fait d'actualité au Mali, c'est le projet de réforme constitutionnelle, le projet qui a essuyé une vive réaction de l'opposition, qui a poussé le président à ranger son projet. Comment expliquez-vous ce rétropédalage? Ce rétropédalage a été un dommage parce que le processus n'a pas été conduit correctement.
À la base, l'initiative de réforme constitutionnelle est une bonne décision. Il faut réformer la constitution du Mali pour deux raisons. La première raison, la constitution elle est assez âgée, dépassée. Et la deuxième raison, c'est que l'accord de paix, sa mise en œuvre nécessite que nous créons une institution supplémentaire, que nous engageons un certain nombre de réformes qui nécessitent la révision de la Constitution. Donc c'était approprié. Mais ce projet, saisi par les autorités maliennes, a été un peu détourné de son objet initial, puisqu'il y a eu un certain nombre de changements qui ont été introduits dedans, qui renforcent le pouvoir du président, qui créent un certain nombre de situations qui étaient dommageables. Donc c'est l'ensemble de ce cocktail qui a été rejeté par la population et qui a amené le président à revenir en arrière. Si aujourd'hui vous estimez que l'État n'arrive pas à jouer vraiment son rôle dans l'application de l'accord de paix, et si la Constitution ne nous donne pas les rudiments nécessaires afin de pouvoir agir, je crois que le problème se situe là, non? Une partie du problème se trouve là, mais la mise en œuvre de l'accord de paix peut se faire sous d'autres aspects sans réformer la Constitution aussi. Et sous ces aspects aussi, il n'y a pas eu d'avancée au niveau de l'État. Mais c'est clair que sur l'initiative de la réforme constitutionnelle, on a perdu du temps. Malheureusement, le pouvoir actuel ne peut plus s'engager dans une dynamique de ce type et je pense quelque part c'est souhaitable. Nous appelons à un nouveau pouvoir qui va mettre en œuvre de manière énergique et très rapide cet accord de paix qui conditionne, je pense, la pacification au moins du nord de notre pays. Mais je constate quand même que de plus en plus en Afrique, dès qu'on veut modifier les constitutions, un gros problème s'instaure. Et puis, on prête aux initiateurs du projet le caractère un peu opportuniste de certaines choses. Mais certains choisissent quand même de faire la révision dès le début. Dans ma déclaration de politique générale, en avril 2014, j'ai indiqué que la réforme constitutionnelle est nécessaire, déjà. Et j'ai indiqué qu'elle doit intervenir suffisamment tôt dans le mandat du président pour ne pas subir justement les aspérités auxquelles on pense aujourd'hui. Parce que quand un président se rapproche de la fin du mandat, toute initiative de sa part est soupçonnée d'être électoraliste. Tout à fait. Et c'est ce qui est aussi arrivé en ce qui concerne la révision avortée de l'année dernière. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Dans l'une de vos sorties médiatiques, vous avez parlé de la démographie en Afrique qui serait un frein pour le développement. Rapporté au cas malien, en quoi cela est un frein? Deux choses importantes, Babilas. La première, c'est que dans toute collectivité humaine, les actifs prennent en charge les inactifs. C'est-à-dire les adultes qui travaillent prennent en charge les enfants et puis les retraités. Mais les actifs pourraient prendre en charge les inactifs si les actifs sont un peu plus nombreux que les inactifs. La démographie dynamique de notre continent, de manière générale, et de notre pays en particulier, amène quasiment aujourd'hui à constater un actif pour un inactif et demi. Donc la charge pour les actifs devient assez lourde. Nous devons travailler cela pour qu'on ait des actifs en mesure de prendre en charge les inactifs. L'autre élément par rapport à la démographie, c'est que quand on a un grand nombre d'enfants qui arrivent dans le système éducatif, les États ont du mal à donner les services d'éducation et de formation appropriés pour que ces enfants, une fois sortis du système, puissent avoir un emploi et contribuer à la richesse nationale. Aujourd'hui, ce sont des effets incontestables de la démographie. Il faut que nous l'acceptions, que nous en débattions, parce que ce n'est pas encore le cas dans nos pays, Ça et que nous même ouvrons, parfois certaines personnes, puisque nous avons des aspects traditionnels, souvent religieux, qui ferment le débat. Il faut accepter d'ouvrir le débat. Quand il s'agit de pays, quand il s'agit de collectivité, quand il s'agit de notre devenir commun, nous devons accepter d'être courageux et de faire face aux problèmes politiques de Quand on se l'autruche. compare à certains pays dont la population est très vieillissante, on se demande, ils auraient voulu être à la place des États africains quand même. Oui. C'est pourquoi la question démographique elle est délicate. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut que nous veillions à avoir un ratio d'actifs important par rapport aux inactifs. Nous avons ce problème au niveau des inactifs à la base, c'est-à-dire les enfants. D'autres pays ont ce problème au niveau des inactifs au sommet, c'est-à-dire les retraités. Donc ça veut dire que dans un cas ou dans l'autre, le problème demeure. Nous, on a un problème d'une nature, l'Allemagne ou le Japon a un problème d'autre nature. Mais à y regarder de près, moi je préfère avoir le problème des Allemands et des Japonais plutôt que le nôtre, parce que ça sous-entend que le pays a réalisé ce qu'on appelle la transition démographique, a constitué suffisamment de richesses et peut-être est mieux armé à faire face à d'autres types de problèmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc selon vous, la solution c'est quoi? C'est de sensibiliser les gens. Il faut qu'on ouvre le débat, il faut qu'on sensibilise les familles, il faut que nous donnions plus de poids à la femme
de manière générale dans notre vie collective. Parce que quand les femmes sont responsabilisées, quand elles sont mieux éduquées, quand elles sont mieux formées, quand elles exercent des responsabilités, ça a une incidence sur la fécondité et donc sur la croissance démographique et partant sur la croissance économique. Il faut qu'on travaille sur cela. Il faut aussi qu'on fasse en sorte qu'il y ait de véritables politiques de mise à disposition de produits contraceptifs auprès des familles et dans les zones locales, pas seulement au niveau des capitales. C'est toutes ces initiatives qu'il faut savoir prendre et piloter le processus démographique pour qu'il reste quand même un peu dynamique afin qu'il y ait un renouvellement des générations, mais qu'il ne soit pas trop dynamique pour que nos pays soient totalement noyés face aux besoins créés par une démographie trop forte. Monsieur Moussa Mara, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle au Mali. Beaucoup de candidatures se font savoir déjà. Comment est-ce que vous organisez au niveau de votre parti? Ce sont entre autres aspects que nous allons voir dans cette émission. Restez avec nous, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.